une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Yeah. Notre deuxième chef de parti fédéral cette semaine. Grand honneur de recevoir le chef du NPD, Jagmeet Singh. Un grand plaisir de parler avec lui. On a appris un petit peu plus sur le gars. Moi, c'est un gars que, tu sais, je connais le NPD, je connaissais, je savais c'était qui. Mais là, premièrement, on apprend un petit peu plus sur son background, son histoire. Il y a une histoire vraiment touchante, familiale. Une histoire très dure, mais aussi avec une belle fin. Donc, très touchante. Ouais. Et en savoir plus aussi sur ce parti-là qu'est l'NPD, qu'est-ce qu'il propose, comment dealer avec maintenant un président des États-Unis qui multiplie les sorties fracassantes. Puis, en fait, l'opposition sur divers enjeux au Canada, international, avec Gaza, entre autres aussi, avec les questions d'immigration, les questions du shift qu'on observe vers la droite, autant aux États-Unis qu'au Canada. Est-ce qu'on peut renverser ça? Comment convaincre les gens d'aller vers l'autre côté, peut-être? Bref, toutes ces questions qu'on discute avec Jagmeet. C'était un grand honneur, un cool guy, c'était vraiment une belle conversation. Ouais, c'est vrai, tout le temps vraiment cool d'apprendre plus à connaître les gens derrière les politiciens, tu sais, de juste de parler, de prendre le temps de s'asseoir puis de s'introduire, tu sais, dans une discussion comme celle-là, ça rend les gens plus humains, évidemment, parce que tout le monde est des humains. On est tous un, comme on dit durant le podcast. Fait que sans plus attendre... imagine vivre ta vie, imagine vivre ta vie en pensant ça fondamentalement. Qu'on est tous un, ouais. On devrait aspirer à faire ça. Que tu traites l'autre comme... Que toi et Donald Trump, vous êtes un. Ah, OK, on n'est pas tous un, ça. Bon podcast. Bonne écoute. Ça roule, dans le fond. On commence aussi simplement que ça. Okay, merci beaucoup d'être là. Merci vraiment. Ouais. Je suis honoré d'être ici. L'honneur est partagé. Oui, merci. On en parlait juste un petit peu là, avant, dans le fond, de les podcasts, le format podcast, le format de discussion qui laisse le temps plus de parler plus longuement. Est-ce que des podcasts, vous en avez déjà fait plusieurs? Ou... Oui, ouais. J'adore les podcasts. Ce format, c'est comme vous avez dit, c'est difficile souvent en médias de vraiment connecter avec les gens, de partager les valeurs et partager peut-être une histoire et la motivation. On dit souvent, il y a une pourquoi arrière les choses qu'on fait. Et avec les podcasts, on a l'occasion, l'opportunité de partager plus comme ça. Donc, j'adore les occasions, les opportunités qu'on trouve de faire des podcasts. Ouais. C'est quoi les messages que tu aimerais passer, que tu trouves dans les médias traditionnels, tu as plus de difficultés à faire passer? Un, c'est ma motivation, parce que je pense que c'est important de savoir pourquoi quelqu'un fait quelque chose. Et pour moi, je n'ai pas une famille politique, j'ai jamais une connexion ou une racine politique. Donc pour moi, quand j'ai décidé, c'était vraiment mon frère, mon petit frère, et on a toute une histoire intéressante parce qu'il a habité avec moi quand j'avais 20 ans, il avait 15 ans parce que des difficultés dans la famille, on peut en discuter si vous voulez. Mais donc, on a une relation tellement proche. Je suis tellement proche à mon frère. Il m'a convaincu de entrer dans la vie politique. À 20 ans ou non, c'était comme... il a habité après. Avec vous à 20 ans? Oui, tellement après ça. Ouais. Donc, mais j'étais tellement réticent. J'ai dit non, je ne veux pas. J'étais comme un militant, mais jamais voulu devenir politicien. Mais j'ai dit que si on entre dans la vie politique, on doit changer les choses pour les gens. Pour moi, ça, c'est le but. Si on a une occasion, on a une opportunité, on doit le saisir pour vraiment changer les choses, améliorer la vie des gens. Donc, ça, c'est une chose. Autre chose que, pour moi, c'est important, ma mère m'a enseigné quelque chose de vraiment spécial. Et l'idée, c'est que nous sommes tous un.
Et c'est une idée qui est un peu hippie, un peu comme qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand j'étais jeune, toute ma vie, elle a répété ce message. Quand on fait de bénévolat ou n'importe quoi, elle dit que quand vous êtes quelqu'un, pense pas que c'est une étrangère. Pensez que cette personne est comme votre mère et comme votre père. Plus que ça, pense que c'est vous. C'est vraiment vous qui vous êtes vous-même. C'est comme une idée, excuse-moi, je te coupe, mais c'est comme, André, une parole, une belle parole qui est comme facile à dire, on est tous un, mais de réellement le croire et vivre selon cette règle-là qu'on est tous un réellement. Oui. André, c'est comme c'est profond. Donc, si on commence à penser, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va se comporter si on pense vraiment que vous et moi, nous sommes un? Comment on traite nos voisins? Comment on traite les gens autour du monde? Comment on traite notre environnement si nous sommes tous un? Donc, ça, c'est quelque chose pour moi, une croissance comme fondamentale, primordiale pour moi. Et ça me motive dans toutes les choses que j'ai fait. C'est tellement... pour revenir sur ce que tu dis, Adam, c'est tellement une pensée qui, quand tu l'appliques réellement, moi, ça m'est arrivé dernièrement de... Je déteste faire de la voiture dans le trafic, et comme tout le monde. Je pense qu'il n'y a personne qui adore ça. Mais quand il y a des gens qui font des trucs qui peuvent m'offusquer dans le trafic, qui me coupent, par exemple, ou quoi que ce soit, j'essaie de tout le temps me dire... Tu sais pas ce que la personne vit, puis cette personne-là est comme toi, dans le fond, elle vit sa vie cette journée-là comme toi, puis il est arrivé quelque chose qu'elle a fait ça. Exact. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement une mauvaise personne pour autant, parce que toi, ça t'arrive de faire des affaires, mais de c'est vivre excellent, des mauvais moments. Mais c'était une bonne application de cette idée. Je le fais souvent. Comme on a dit en anglais, road rage, je jamais... parce que peut-être que j'ai fait la même chose dans le passé. Ouais, exact. Peut-être que c'était une erreur. Personne ne veut pas vraiment vous faire mal. C'est rare les gens qui veulent vraiment... des psychopathes. Ils sont des gens qui... Plutôt, les gens ont leurs propres affaires, leurs propres enjeux dans leur vie. Ce n'est pas quelque chose de personnel. Oui, exact. Tout à fait. Quelque chose qu'on aime faire, c'est découvrir un peu les gens derrière les politiciens. Oui. Peut-être qu'on pourrait reculer dans votre histoire, en fait, nous expliquer qu'est-ce qui est... On a parlé un petit peu avant de tourner, pourquoi vous aviez appris à parler le français, principalement grâce à M. Tremblay, qu'on salue à l'Université du Michigan, je pense. Oui. C'est intéressant parce que j'ai répété cette histoire quelques fois, mais j'ai jamais eu vraiment la chance dans comme adulte de dire « Monsieur Tremblay, c'est vraiment grâce à vous que j'ai commencé cette journée d'amour parce que j'ai vraiment tombé en amour avec la langue française. » Donc, Monsieur Tremblay était le seul enseignant dans mon école parce que j'ai étudié quand j'étais jeune aux États-Unis. Donc, la plupart des enseignantes étaient soit des Américains ou des Européens. Donc, particulièrement pour les langues, l'école avait un bon programme pour les langues. Donc, mes autres enseignants étaient de la France, mais elle était le seul du Québec. Et quand j'étais jeune, je ne savais pas toute l'histoire des Québécois et la discrimination, toute l'histoire de tout ça. Donc, il sait aussi un peu de l'histoire de mes racines, ma communauté comme Punjabi, et le fait qu'on est une communauté minoritaire, une langue minoritaire. Donc, il a créé une connexion entre la situation des Québécois et moi. Et il a expliqué comment c'était difficile d'être un francophone, la discrimination avec les emplois, le fait que les personnes ont voulu que les personnes parlent français. C'était vraiment difficile. Et il a vécu un peu de ça parce qu'il est plus vieux que nous. Donc, j'ai trouvé une similarité profonde et j'ai dit... un parti pour lequel j'ai décidé de vraiment essayer d'apprendre le français, c'était en solidarité avec les Québécois, je ne savais pas tous les Québécois, mais en solidarité avec M. Tremblay. Ouais. Et on a pris des voyages ensemble, notre classe avec M. Tremblay. Donc, il a vraiment essayé d'ajouter cet amour dans la langue française. Donc, je donne beaucoup de crédit à M. Tremblay. Et puis, un été, pour avancer mon français, j'ai dû étudier une année de français dans un été. Et je pense que mes parents étaient tellement surpris quand j'ai dit maman et papa, je veux apprendre le français cet été. Parce qu'il n'y a pas beaucoup des enfants pendant l'été qui veulent faire des études. C'est ça leur activité. C'est les vacances d'études. Dans les vacances, et moi, j'ai adoré les vacances d'été. Mm-hmm. Mais j'ai dit que je veux faire ça. Ils ont dit, OK, si vous voulez. Et puis, mon père a trouvé une enseignante pendant l'été. Et
quand j'ai commencé avec elle, elle a dit que vous devez parler seulement français avec moi. Je dis, je ne sais beaucoup de français. Comment je peux faire? J'ai dit, non, vous devez parler, si vous savez quelques mots. Tout le temps. Tout le temps. Donc, c'était tellement difficile. Mais grâce à elle, j'ai vraiment, comme dans un été, dans 2 mois, mon niveau de français est vraiment accéléré dans un peu de temps. Et puis après, j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour continuer ça. Elle a dit, écoutez les chansons, regardez les émissions si vous pouvez. Et puis, j'ai essayé de faire ça. Politicien au Canada, c'est une bonne façon de pratiquer son français. Oui. Mais je ne savais pas que j'avais comme... combien, quand on est dans la 8e classe, on a comme... C'était pas encore un projet. 10 ans, quelque chose, 11 ans. Ouais. Puis, est-ce que l'intérêt, tu sais, parce que au Québec, la langue est liée très étroitement à la culture. Et à quel moment est-ce que la culture québécoise est arrivée sur votre radar? Je me souviens bien le moment. Et j'ai utilisé « je me souviens par esprit ». Mes parents ont décidé d'avoir, pour la première fois, on a décidé de se vacationner au Québec. Donc, à l'époque, on habitait à Windsor. Donc, ils ont décidé de faire un voyage à Montréal et la ville de Québec. Et je pense que j'avais 16 ans. Okay. Et c'était la première fois et j'ai adoré mon expérience. C'était comme incroyable. Puis, j'ai retourné quand j'étais à l'université, à 18 ans. Et après ça, je pense que j'ai jamais manqué un an. À 18 ans après, et chaque an, j'ai visité Montréal particulièrement. Ouais. Et j'ai adoré la culture, le vibe. Quand j'ai fait de clubbing, j'ai noté qu'il y a une ouverture d'esprit des gens. À Toronto, c'est de temps en temps un peu plus snobby. Donc, j'ai aimé l'ouverture des gens, la musique. Il y avait une joie de vivre, j'ai noté, dans la culture québécoise, que tout le monde sort le soir, sort dans les cafés, veut être dehors tout le temps. Donc, il y avait quelque chose que j'ai vraiment aimé. Donc, quand j'avais 18 ans, je pense que je n'ai jamais manqué un an de visiter Montréal particulièrement. Principalement l'été, j'imagine? L'été, oui. Et plus rugueux un petit peu l'hiver. Aller en Gaspésie l'hiver, c'est... Un peu difficile. Ouais. Mais j'ai commencé à faire... quand j'étais jeune, j'ai commencé à faire du ski. Donc, j'ai fait planche à neige une fois à Mont-Tremblant quand j'avais... Je pense qu'ils étaient à l'université ou l'école de droit. Donc, ça, c'est, je pense que la seule fois, quand j'étais jeune, que j'ai visité en hiver. Ouais. Puis, vas-y. Non, j'allais juste demander, justement, d'ailleurs, ça a été quoi, finalement, après ça, justement, ce cheminement-là vers le droit? Je pense que vous étiez au droit criminel. Puis ensuite, qu'est-ce qui vous a amené là? Puis après ça, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à la politique? Oh oui. Donc, la décision d'entrer dans l'école de droit, en général, c'était un peu par hasard, parce que j'ai fait mon bac en sciences, et c'était biologie. Okay. Et puis, après, j'ai fini ça. J'ai commencé un deuxième bac en sciences numériques. Okay. Mais je n'ai pas complété ça. J'ai pris des cours électifs, des options dehors de votre spécialité. Donc, c'était quelques courses de philosophie. Et un professeur de philosophie de droit a dit, après que j'ai gagné des bons marques dans son classe, et il a dit, est-ce que tu as jamais pensé de devenir avocat? J'ai dit, non, jamais. Je suis comme... Tous mes trucs, c'était science. Je suis comme scientiste. Donc, non, jamais. Peut-être penser sur devenir avocat. Donc, je me souviens, c'était le soir de Halloween. Okay. Et j'adore Halloween, comme c'est toujours des bonnes fêtes, et j'étais à l'université, donc on a toujours trouvé des bonnes célébrations, des bonnes parties. Donc, tous mes amis ont dit que, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'était moi souvent qui planifiais les parties. J'ai dit, non, pas de fête pour moi ce soir. Okay, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire mon application pour École de droit. Ils ont pensé, École de droit, tu es comme... Toutes vos études, c'était sciences. Maintenant, comment... Mais par hasard, je vais essayer. Et puis, j'étais accepté à une bonne école de droit. Et puis, j'ai choisi ça. J'ai jamais pensé quelle sorte de droit, mais j'ai commencé, quand j'étais presque fini mes études, j'ai commencé à visiter comment on appelle, la cour de justice, et les immeubles
de cours de justice. Les palais de justice. Palais de justice, exact. Palais de justice. Donc, j'ai commencé à visiter les palais de justice et j'ai entré dans des chambres. C'est ouvert, ou des salles. C'est ouvert pour la public. Ouais. Et par hasard, j'ai trouvé c'était les poursuites criminelles. Et j'ai écouté ce qui s'est passé. T'allais t'asseoir dans les salles pour regarder des poursuites criminelles? Oui, par hasard, c'était les poursuites criminelles, mais j'ai seulement comme un étudiant de droit, j'ai pensé que peut-être je dois voir qu'est-ce qui se passe dans les palais de justice. Parce que comme étudiant, c'est rare qu'on s'assiège dans les palais de justice. On fait les études dans les classes ou avec les professeurs. Donc, j'ai voulu voir qu'est-ce qui se passe pour vrai, pas seulement sur les émissions, mais pour vrai. Et il y avait comme un papier qui dit se poursuite ici, dans cette salle. Et par hasard, j'ai choisi une salle où il y avait une cas de... Une poursuite criminelle. Exact, une poursuite criminelle. Et puis, l'avocat était là pour défendre un jeune homme racisé qui était maltraité par les policiers. Et il a posé des questions. Pourquoi vous avez arrêté ce gars? C'est pas juste. Vous n'avez pas d'explication. Vous n'avez pas de raisons. Et j'ai dit, c'est bon ça. Il essaie de défendre les droits de quelqu'un qui peut-être n'a pas une voix, peut-être n'a pas une autre façon de se défendre. Donc, l'avocat a fait ça. Donc, j'ai dit, peut-être c'est quelque chose que je peux faire. Et puis, j'ai essayé de travailler avec un autre avocat qui était spécialiste en droit criminel. Et puis, je suis devenu un avocat de droit criminel. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai planifié, mais c'est arrivé de fil en aiguille. Exact. Et j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé un bon implant avec une des plus grandes fermes à Toronto. Et puis, j'ai commencé mon propre bureau. Donc. Et ce cas-là de jeunes racisés qui se fait interpeller par la police, puis ça marque quand même l'imaginaire comme scénario, comme premier procès auquel tu assistes. Est-ce que c'est quelque chose qui est de défendre les communautés marginalisées? Est-ce que c'était quelque chose qui rapidement t'est apparu comme étant quelque chose que tu voulais faire? Le valeur que j'ai vu dans ce moment, c'était le fait que j'ai toujours voulu défendre les gens, aider les gens. Et j'ai fait face à des difficultés dans ma vie. Et j'ai toujours voulu de faire ce que je peux pour aider les gens qui peut-être sont des gens moins nantis ou moins de pouvoir. Et quand il n'y a pas une équilibrité des pouvoirs, je n'aime pas ça. Donc, si quelqu'un est un intimidateur ou quelqu'un a trop de pouvoir, un système qui est injuste, tout ça, c'est quelque chose qui parle à moi. Donc, je pense que c'était cette injustice ou cette valeur de aider les gens qui ont moins de pouvoir, ça, c'est quelque chose qui m'inspirait un peu. Mm-hmm. Est-ce que c'est un peu ça que, j'imagine que oui, qui a fait que le saut en politique était nécessaire, en fait, ou était même au centre de ton être? Oui, bien sûr. C'est tous connecté parce que j'ai fait face à des difficultés. J'ai dit que comme mon frère a habité avec moi, c'est parce que mon père, quelqu'un que j'admire énormément, a fait face à une dépendance. Et la dépendance fait en sorte que la même personne que j'admire, la même personne qui est tellement généreuse, chaleureuse, un grand cœur, et en même temps quelqu'un qui est devenu dangereux et violent. Et puis, on a décidé que c'était pas sécuritaire pour mon frère de rester à la maison parce que mon père est devenu plus en plus... Et toi, tu étais déjà parti à ce moment-là? J'ai déjà parti, oui, exactement, parce que j'étais à l'école, à l'université. Et puis, ma sœur était en train de commencer à l'université. Donc, mon frère aurait été le seul à la maison. Encore, ouais. Donc, j'ai eu une discussion difficile avec ma mère. J'ai dit que... Parce que ta mère était encore... Avec ton père. Ouais. Exactement. Donc, j'ai dit à ma mère, que peut-être ce n'est pas bon pour votre garçon, mon petit frère, de rester à la maison. Et maintenant, comme père, je suis père de deux filles, je peux maintenant finalement comprendre comment c'était difficile pour ma mère à admettre que oui, son petit garçon n'était pas sécuritaire. Mieux de s'en aller de chez eux. Oui, à la maison. Donc, elle a dû habiter avec moi. Et j'étais comme pas seulement son grand frère, mais comme son
son papa, effectivement. Ouais. Donc, j'ai aidé avec l'enregistrement à l'école, j'ai aidé avec les cours, j'ai aidé avec les devoirs. J'ai dit, hey, vous devez faire vos devoirs. J'ai cuisiné pour la première fois parce que je ne savais pas comment cuisiner. Beaucoup de spaghettis sauce tomate, j'imagine. Oui, beaucoup. Je me souviens, souvent, j'ai appelé ma mère pour dire, hey, votre garçon... Elle a toujours faim. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux cuisiner? Qu'est-ce qu'on fait? 15 ans, donc, oui, faim, comme vous savez, exactement. 15 ans, j'avais 20 ans. Donc, il y a une différence de 5 ans. Donc, je me souviens souvent qu'elle me donnait des recettes et j'ai cuisiné pas bon à l'époque. Maintenant, je suis bon, mais à l'époque, pas. Et il y avait aussi, dans ce temps, un moment où ma mère m'a appelé. Et elle a dit, je peux entendre dans sa voix que c'était quelque chose de terrible ou quelque chose de difficile. Elle a dit que votre père est tombé plus malade avec la dépendance et on ne peut pas envoyer d'argent pour vous aider. Et si vous êtes le plus grand dans la famille, il y a un moment où vous devez donner de confiance. Prendre en charge, donner la confiance à vos parents. Maman, ne t'inquiétez pas. Je peux régler la situation. Vous prenez soin de papa, je vais prendre soin de Grattan, mon frère. Et puis après, j'ai paniqué. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que le téléphone est raccroché, exactement. C'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Vous aviez quel âge à ce moment-là? 20 ans. C'est 20 parce que presque quelques mois après que mon frère a commencé à habiter avec moi, j'ai reçu cet appel de ma mère. Et puis, j'ai trouvé 3 emplois, salaire minimum. C'était quoi, juste pour l'anecdote? Oui, c'est intéressant. Un, c'était un magasin où on vend des chaussures. Aldo, ça existe toujours. Classique. Oui, un classique. Mais beaucoup de jeunes étudiants québécois ont travaillé chez Aldo. Là. Oui, mais moi, je n'ai pas à être assez chic pour être dans le backstore. J'étais dans le back et j'ai fait comme le stocking. Qu'est-ce qu'on appelle ça on mit l'inventaire? Donc l'entrepôt là. Oui, donc j'ai mis les chaussures dont il y avait des endroits où on met tous les. Donc j'ai passé toute la jour, beaucoup des heures là et de temps en temps j'ai essayé de sortir. J'étais comme salé. Exactement, ils ont fait ça qu'ils n'ont retourné dans l'arrière. Donc j'ai fait ça. Un autre magasin qui vend des jeans et un autre magasin qui vend des vêtements. Donc, c'est tous des comme magasins commerciaux. Les autres magasins, j'étais comme dans l'endroit principal. C'était juste pour le Aldo. Aldo sont trop chics. Exact, trop chic pour moi. Mais finalement, Aldo's m'a donné des heures complètes après quelques mois. Donc, j'ai continué avec Aldo's, malgré le fait que j'étais dans l'arrière tout le temps. Mais oui, donc j'ai travaillé fort. Et après, mes parents ont dû faire faillite. On a perdu la maison. Donc, on a vécu beaucoup de difficultés financières. Mm-hmm. Dans ce temps, j'ai seulement réussi à rejoindre le début à cause des générosités des amis qui m'aidaient, des familles qui m'aidaient et aussi des étrangers. Et ça, c'est intéressant. Retournons l'idée que nous sommes tous un. Mm-hmm. Mon frère était à l'école secondaire et il a parlé avec ses amis. Et ses amis ont peut-être partagé avec leurs parents qu'il y a des 2 garçons qui habitent ensemble. Donc, des parents, des amis de mon frère ont commencé à envoyer de nourriture, de bœuf avec eux. Donc, un maman que j'ai jamais eu la chance de remercier, elle a envoyé autant de pierogies. Donc, ce pierogi, vous savez que c'est comme des dumplings avec des avec c'est comme de la pâte avec des patates en dedans. Exactement. Donc, elle a envoyé comme tout mon frigo était plein des pierogies. Ouais. Et j'ai adoré les pierogies. Donc, mon frère a demandé après ça, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Tu dis, mon frère, on va manger des pierogies. For the foreseeable future. Exactement. En français, mais comme dans un futur immédiat, ça avait des pierogies pas mal tout le temps. Exact. Mais donc j'ai vécu tout ça. Et donc, tout ça m'a donné une lentille sur la vie de monsieur et madame tout le monde. Plusieurs personnes font face à des difficultés comme ça. Je n'étais pas seul. Plusieurs personnes ont des difficultés financières. Plusieurs personnes ont des difficultés dans la famille. Plusieurs personnes ont des difficultés avec la santé ou des parents qui font face à des difficultés. Donc, ça m'a donné une compréhension de la difficulté de monsieur, madame, tout le monde et aussi une sensibilité. J'étais sensibilisé que
quand les gens autour de moi font face à des difficultés, j'ai senti ça à cause de la croissance que ma mère m'a donnée, mais aussi pour le fait que j'ai vécu des difficultés. Exact. Donc, tout ça a finalement, je pense que ça a joué un rôle, comme mon frère m'a encouragé à plonger dans la vie politique. Je me souviens et je me rappelle qu'il a pris 6 mois pour me convaincre. Et je ne sais pas pourquoi l'idée était tombée dans sa tête, mais il était comme, on ne peut pas arrêter de parler de ça. Il a dit que non, vous devez entrer dans la vie politique, vous devez le faire. Et puis après 6 mois, j'ai dit, OK, finalement, si vous pensez que c'est une bonne idée, oui, notre mère nous avait enseigné que c'est bon de prendre soin les uns des autres et peut-être que je peux faire une différence et ça, c'est pourquoi je vais le faire. Puis, j'ai commencé. Puis comment est-ce que le NPD s'est présenté comme le bon véhicule pour justement t'investir et puis investir un peu ton vécu puis tes Excellente question. idéaux? Parce que je n'avais pas une connexion avec aucune partie. Ouais. J'étais progressiste parce que j'ai compté sur les programmes sociaux. Donc, mon frère, mon père, éventuellement, quand il a défait son dépendance, il a réussi à s'en sortir? Exactement. Il a hein? réussi. Et la façon, c'était une fois, et ça se passe avec les gens qui font face à des dépendances. Une fois, il était hospitalisé plusieurs fois dans un mois. Ouais. Et c'était son collègue parce qu'elle était médecin. Okay. Comme formation. Et elle avait une bonne pratique à Windsor. Et puis, ses collègues ont dit que vous allez mourir si vous continuez comme ça. Parce qu'il était à la stage finale des dépendances sur l'alcool. Donc, on ne mange plus. On seulement boit d'alcool. À ce moment, vous ne pouvez pas manger. Ouais. Donc, elle a arrêté effectivement de manger et seulement boire d'alcool. Je me rappelle souvent, j'ai dû nettoyer mon père, j'ai dû couper les... comment tu dis ça? Les ongles. Les ongles. J'ai dû prendre soin de mon frère parce qu'il ne peut pas prendre soin de soi-même. Donc, c'était un temps difficile. Et puis, le médecin a dit que vous allez mourir si vous ne changez pas. Et puis, elle a dit que je veux vivre. À un moment, il a dit que je veux vivre. Votre père a dit ça? Mon père a dit ça. Ouais. Donc, quand il a dit ça, il a dit que vous avez besoin d'aide. Elle a dit oui. Et on avait eu une petite période de temps pour capturer ce moment. Ouais. Parce que pour les gens qui font face à des dépendances, ça reste pour un moment. Ça puis tient après, un fil. Exact. C'était la première fois qu'il admettait le problème ou qu'il montrait un désir de changer pour vrai? Une première fois pour vrai. Okay. Il a fait quelques fois, il a essayé quelques fois. Il a allé au centre de réhabilitation quelques fois. Ouais. Quand j'étais à l'école, à l'université, les week-ends, mes amis retournent chez eux. Et mon père était dans un centre de réhabilitation, donc j'ai visité mon père au lieu de aller chez moi, parce qu'il était souvent dans un centre de réhabilitation. Mais j'ai noté quelque chose. C'était vraiment... Il était comme sûr, cette fois. C'était différent. Il y avait un changement. Là. Il y avait un changement. Il avait compris que c'était ça ou la mort. Là, exact. Je pense que quelque chose s'est arrivé. Donc, c'était la première fois que j'étais convaincu pour vrai. J'ai toujours gardé l'espoir, mais dans ma cœur, je savais que non, ce n'est pas pour vrai cette fois. Mais cette fois, c'était quelque chose de différent. Donc, on a essayé de trouver un centre de réhabilitation. Dans le passé, mon père a eu de assurance privée. Donc, ce n'était pas un problème. N'importe où il peut aller, l'argent était là, mais il a perdu son emploi, il a perdu son capacité de travail comme médecin, on n'a pas d'argent. Donc, on a essayé de trouver un centre de réhabilitation public. Et par chance, par hasard, on a trouvé un qui avait un lit ouvert. Et il a dit oui. Et puis, elle a commencé et ça a changé sa vie. Donc, je suis reconnaissant que c'était à cause d'un centre de réhabilitation publique où on ne doit pas donner d'argent qui a sauvé la vie de mon père. Maintenant, il continue. Il a comme 75 ans, mais... Non, 75 ans. Il continue comme... et c'est un psychiatriste. Il a recommencé à travailler, il a repris son travail. Et oui, c'était son maîtresse, c'était son domaine, métier, son métier. Et maintenant, il continue, il est toujours.
Il y a beaucoup de patients, beaucoup de gens qui l'aident. Et elle adore son travail, elle a une bonne vie, elle est en santé. Mais c'est vraiment grâce à ça. Donc, ça, c'est pourquoi j'adore les programmes sociaux. Et l'NPD était comme le parti qui a commencé le système de santé. C'était Tommy Douglas qui a dit qu'on doit avoir ce droit. Et c'est grâce à Tommy Douglas qu'on a ce système de santé à travers le pays. Toutes les provinces ont signé avec l'accord de santé canadien. Et puis, on a ce système. Donc, ça, c'est un élément. Jack Layton, quand j'ai dit que tous les politiciens, comme mon frère a essayé de me convaincre, j'ai dit que non, mais je ne veux pas être un politicien. Et ce n'est pas les gens qui vraiment aident les gens. J'avais une perception négative des politiciens. Mais il dit, qu'est-ce que tu penses de Jack Layton? Et il savait que j'adore Jack Layton. J'ai dit, oui, c'est un bon gars. Mais c'est un exemple. Vous pouvez être un politicien comme Jack Layton. Donc, il m'a inspiré beaucoup. Et mon père a souvent dit, même s'il était comme médecin, psychiatriste, il a dit que les politiques doivent aider les gens qui ont besoin. Donc, la classe ouvrière, la classe moyenne, pas les riches. C'est quoi le point d'avoir des politiques qui aident les riches? Les riches sont toujours riches. Déjà on n'a pas besoin d'aide. On n'est pas donc, il a dit, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup d'aide parce que je gagne un bon salaire, je suis confortable, mais on doit avoir des politiques qui aident les gens qui ont moins, les gens qui sont des classes ouvrières, les classes travail. Donc, il y avait cette sensibilité de classe et avec ce concept, nous sommes tous un. J'ai dit que si je suis politicien, je dois aider les gens qui ont besoin. Donc, la classe ouvrière, la classe moyenne. Et j'ai vécu ces difficultés parce que je me souviens les temps difficiles que j'ai vécu avec mon frère, avec le fait que mon père a perdu son emploi, avec le fait qu'on était dépendant sur les services publics. Et je veux garantir ces mêmes programmes sont là pour la prochaine génération. Donc, ça, c'est pourquoi j'ai choisi NPD. Mm-hmm. Parlons un petit peu de l'actualité, Oui. la politique actuelle. Comment est-ce que tu vois les échanges actuels avec les États-Unis? La dynamique qui se passe de notre point de vue de simple citoyen qui suit la politique ou qui essaie de la suivre, mais qui des fois est un petit peu déprimé. Ça semble être juste l'homme qui criait au loup, là, la fable de l'homme qui crie au loup, mais en même temps, si tu vas pas voir s'il y a un loup pour vrai, ça se peut qu'il y ait un loup pour vrai. Là, oui. Donc, c'est quand qu'on trace la ligne de juste pas écouter ce que Donald Trump dit, ses déclarations de on veut aller prendre le canal de Panama, on veut le Groenland, on veut des tarifs, on veut aller occuper Gaza, C'est quand qu'on fait juste couper ça comme du white noise, puis quand est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux en tant que pays pour pas justement se faire imposer des tarifs qui seraient nuisibles à tout le monde? Et c'est une bonne question parce que c'est... Puis ça va être aussi, juste avant de lancer la question, j'écoutais Chantal Hébert ce matin à Radio-Canada qui disait que ça risque d'être la question numéro 1 de l'urne aux prochaines élections fédérales. Oui. Ça va être qui va être la personne de la situation pour gérer Donald Trump et les relations avec les États-Unis. Elle a raison. C'est une question difficile. Et je commence en disant que la stratégie, si on peut l'appeler une stratégie, parce qu'il me semble il n'y a pas vraiment ce n'est pas une stratégie tellement pensée, mais ce que Donald Trump essaie de faire souvent, c'est de créer des chaos. Mm-hmm. Et c'est pour cacher ce qu'il veut faire. Et ce qu'il veut faire, c'est toujours ce qu'il veut faire, s'enrichir et enrichir ses amis. C'est vraiment ce qu'il a fait toute sa vie. C'est ça la motivation profonde de Donald Trump? C'est plus que le pouvoir, plus que c'est le s'enrichir puis enrichir ses amis. S'enrichir et enrichir ses amis. Et oui, le pouvoir aussi. Mais ce sont le but, c'est d'avoir plus d'argent, plus de puissance, argent. C'est ça. Mais malheureusement, ce qu'il dit a des impacts profonds. Donc, ici à Montréal, aujourd'hui, on a eu une conférence de presse et j'ai dit que malgré, il n'a pas mis en œuvre des tarifs. Seulement la menace des tarifs a fait en sorte qu'à Montréal, ici dans cette ville, ShearTech, une entreprise, a coupé 40% des emplois dans leur usine. 40%. ShearTech est une grande usine, une grande entreprise. Sachant qu'ils ne pourraient pas
survivre aux tarifs. Oui, exactement, parce que seulement la menace des tarifs, l'entreprise a dit qu'à cause de cette menace, ils doivent se restructurer. Exact. Ouais. Donc, ils ont coupé 40% des emplois. Une autre entreprise, South Shore, ici à Montréal, a coupé 115 emplois aussi. 115 emplois coupés. Déjà. Juste par la menace de Juste tarifs par la qui n'ont menace. pas été appliqués. Hamilton, dans une usine d'acier, même chose. Ils ont déjà commencé à couper les emplois. Donc, l'impact est là. Donc, on doit prendre au sérieux les menaces parce que l'impact frappe fort sur nos épaules. Donc, si je peux dire une stratégie qui est claire avec Donald Trump, la diplomatie, la négociation ne fonctionne pas. Il est quelqu'un qui est un intimidateur toute sa vie et la seule chose que les intimidateurs comprennent, c'est la force. Donc, on doit montrer la force, le fait qu'on est prêt de se battre. J'ai aussi, quand j'étais jeune, j'ai fait face à beaucoup des intimidateurs. Ça se passe pour les gens qui ont une apparence différente. Mm-hmm. Donc, à cause de mon apparence, j'ai fait face à beaucoup d'intimidation. J'ai dû me battre pour me défendre souvent. Même si j'étais petit et les autres gars étaient plus grands que moi, même s'il y avait plus de gars contre moi, ce que j'ai appris, si on fait en sorte que la lutte a de douleur pour l'autre personne, même si je ne gagne pas, même si je perds, mais si je peux montrer que ça ne vaut pas la peine d'être dans un combat avec moi parce que ça va vous coûter cher. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Même si au final, vous allez gagner, vous allez avoir mal quand même. Exact. Tu vas peut-être me battre puis je vais finir par terre, mais au moins, tu vas avoir quelques coups de poing qui valent peut-être pas la peine d'être... Exactement. Vous allez penser dans la fusion, peut-être que ça ne vaut pas la peine de... Ouais. Donc, c'est exactement ce qu'on doit faire avec Donald Trump. Clairement, les États-Unis sont plus grands que nous. Mais notre économie est vraiment connectée. Même si on ne prend pas des actions, des tarifs contre le Canada fait mal aux États-Unis. Mais on doit montrer que si Donald Trump attaque le Canada, on est prêt d'attaquer ses amis, comme Elon Musk. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit arrêter la vente des minéraux essentiels. On est effectivement la seule source des minéraux essentiels pour les États-Unis. Une source durable et une source qu'il peut compter sur. Puis là, des minéraux essentiels pour... spécifiquement pour Tesla ou en général? En général, mais ça va cibler Tesla. Je suis ouvert à ça. On doit cibler Elon Musk. Les batteries, par exemple, ces minéraux. Exact. Pour les batteries, on a besoin des minéraux essentiels. Et on est effectivement le seul pays. Chine a une source, mais Chine a dit non aux États-Unis. Donc, c'est vraiment le Canada qui est vraiment une source effectivement primaire pour ces minéraux. Donc, si on dit non, on ne vend pas des minéraux à vous, ça va coûter cher à Elon Musk. Donc, on doit cibler les amis de Donald Trump pour mettre la pression. Si on fait mal à ses amis, eux vont lui parler dans l'oreille. Exact, tout à fait. Ça, c'est la seule façon. Parce qu'on a déjà vu, la diplomatie ne fonctionne pas, les négociations. Ce sont des choses qui fonctionnent avec quelqu'un raisonnable. Mais il n'est pas quelqu'un raisonnable. Donc, on doit monter la force. Si vous allez faire prendre... Et aussi, on a vu que ce qui impacte Donald Trump, c'est les marchés. Donc, si le marché commence à tomber, c'est un point de fierté pour lui. Oh, les marchés se vendent bien. Donc, c'est comme ça qu'il calcule le succès de sa présidence, dans exact, le fond. Exact, il parle des marchés. Donc, il y a un impact négatif dans le marché. Ça, c'est quelque chose qui lui motive. Pas des discussions, pas des négociations. On peut négocier avec nos alliés. Il y a des alliés aux États-Unis. Il y a plusieurs personnes qui pensent que ce que Donald Trump fait, c'est mal. Mais avec Donald Trump et son administration, c'est clair qu'on doit monter la force. Donc, l'ère de relations Canada-États-Unis alliées en bons termes, on échange librement. Cette ère-là est derrière nous là, en ce moment. Là. Ce que les nouvelles nous montrent, c'était une vulnérabilité. Parce que nous croyons que c'est important, c'est une croyance québécoise, canadienne, qu'on prend soin de nos voisins. Et on est des bons voisins. On a travaillé ensemble. On a créé une économie, comme j'ai dit, connectée. Et c'était quelque chose que tout le monde a regardé, une frontière sans présence militaire, une frontière comme ça. C'est vraiment
pas normal dans tout le monde. C'est vraiment spécial ce qu'on a créé. Mais le fait on était trop dépendant sur un pays, c'est un problème. Ouais. Donc, comme on sait, dans toutes les formations financières, on doit toujours diversifier. Et dans ce cas, on doit diversifier nos relations commerciales. C'est clair qu'on doit avoir plus de partenaires, on doit vendre nos produits à plus de pays. On doit être plus engagé avec l'Europe aussi, avec les autres pays dans l'Amérique du Nord, Amérique du Sud. On doit travailler plus fort avec le Mexique parce que le Mexique se retrouve dans la même situation. Ouais, donc, on peut travailler ensemble. Donc, il y a des options. Mais ce que cette situation a montré, si jamais le cas, on a un président comme Donald Trump dans le futur, on ne peut pas être vulnérable comme ça. Et finalement, ce que tout ça a montré, on doit produire plus de choses, ce dont on a besoin dans notre pays. Ici, oui. Ici au Canada, ici au Québec. On doit favoriser avec nos systèmes d'approvisionnement, donc nos dollars, nos argent public, on doit favoriser les entreprises canadiennes, les entreprises québécoises et qui emploient les Canadiens, les Québécois, particulièrement où ils gagnent un bon salaire et où ils sont syndiqués. Et donc, on peut utiliser notre argent public dans cette manière pour favoriser un climat où les entreprises disent « Oui, c'est bon d'investir au Canada parce qu'on va recevoir d'argent public pour l'approvisionnement des grandes choses. On doit utiliser notre acier, notre aluminium dans l'infrastructure. On a un bon secteur d'acier et d'aluminium ici au Québec, à travers le pays. Donc, il y a des changements qu'on doit faire pour être un pays plus résilient et moins dépendant sur seulement un pays, qui fait en sorte qu'on est moins résilient. Donc, il faut un peu comme démondialiser finalement un peu notre commerce finalement, puis être plus autosuffisant au niveau des industries, puis au niveau de... Oui, on doit faire les deux en même temps. Okay. Diversifier nos relations commerciales, mais aussi être plus résilient dans notre pays. Plus autonome. Finalement. Exact, plus autonome. C'est important. Et la pandémie a aussi montré ça. Quand on a réalisé qu'il y a plusieurs choses qui sont essentielles, mais on ne produit pas ces choses dans notre pays. Ça, c'est un problème. Exact. Donc, on doit régler ça. Donc, quelque chose comme dans le passé, on fabrique les vaccins et les médecins, les médicaments au Canada. On a vu notre propre usine où les peuples étaient les propriétaires, mais les conservateurs ont vendu ça. Ça, c'était une erreur parce que c'est une force d'un pays d'avoir la capacité d'avoir les médicaments et les vaccins produits ici par le pays, par les gens, où les gens sont les propriétaires. Les peuples sont les propriétaires. Ça, c'est essentiel. Et c'est une autre volonté, une autre valeur du Parti néo-démocrate, cette idée de les gens, les peuples doivent être le propriétaire des choses essentielles. Est-ce que c'est... tu sais, là, c'est mis en lumière par la pandémie, oui, effectivement. Puis après ça, des années plus tard, par les menaces de Donald Trump. Mais le fait qu'on est dépendant comme ça du commerce avec les États-Unis, est-ce que c'est par manque de vision ou c'est parce que on n'aurait juste pas pu prévoir une situation comme celle-là? Là? Je pense que la dernière. Ouais. Je pense qu'on était trop relax. On a pensé on était des bons voisins. On va avoir un partenariat qui va continuer. Oui. La deuxième chose que je pense qui est un problème, c'est le fait qu'on prend des décisions, le gouvernement libéral, les gouvernements conservateurs, tous les gouvernements au niveau fédéral ils ont pris des décisions qui favorisent les PDG, les grandes entreprises, mais qui ne pas favorisent les travailleurs. Et cette manque de priorité a fait mal aux travailleurs. Donc, je suis pour un échange entre les pays, mais je suis pour un échange juste, pas seulement un échange libre. Libre-échange n'est pas nécessairement quelque chose qui va aider les travailleurs. Mais si on a un échange juste entre les pays, ça, c'est quelque chose qui est bon. Si les critères, c'est on doit avoir des bonnes conditions de travail, on doit avoir des bons salaires pour les travailleurs, et puis on est ouvert au échange avec des autres pays. Ça, c'est excellent. Mais si c'est comment on peut gagner plus d'argent pour les entreprises, comment on peut gagner plus d'argent pour les PDG, comment on peut augmenter les profits sans avoir
une vision qui dise mais ça doit aider les travailleurs. Si on aide seulement les PDG à gagner plus d'argent sans avoir une condition que ça doit créer des bons emplois, ce qui va arriver, les PDG vont gagner beaucoup d'argent, mais les travailleurs souffrent. Et ça, c'est ce qu'on a vu souvent. On a des chiffres qui montrent beaucoup des grandes entreprises gagnent des profits massifs, des profits records, mais il n'y a pas un avantage, ça n'aide pas les travailleurs. Donc, mon avis, c'est quoi le point? Si ça n'aide pas les travailleurs, si ça n'aide pas les gens, les monsieur, madame, tout le monde, les gens ordinaires, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre avantage si ça n'aide pas les gens. Comment est-ce qu'on réussit à mettre en place des politiques qui viennent justement pallier à ça, qui vient obliger, j'imagine, des meilleures conditions de travail, qui vient un meilleur partage des ressources? Comment est-ce que ça se met en place? 2 éléments. Un, c'est un système de fiscalité qui est plus juste. Donc, comment on taxe les grandes entreprises, comment on taxe les grandes entreprises qui font des profits massifs. Un élément. Deuxième élément, c'est rendre plus facile pour les travailleurs à syndiquer. Et on doit, ce qui s'est passé ici au Québec avec Amazon, exactement, on doit punir les entreprises qui punissent les travailleurs. Donc, ce que j'ai dit, qu'on doit immédiatement annuler le 120 millions de dollars de contrats qu'on a avec Amazon. On doit les annuler immédiatement. Ils ont effectivement puni les travailleurs qui ont demandé des conditions de travail et des salaires décents. Ça, c'est leur droit. Et au lieu d'écouter les travailleurs, ils ont fermé les usines au Québec. Donc, on doit répondre au niveau fédéral en annulant les contrats avec Amazon. On doit montrer que non, on n'accepte pas ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, pour moi, ce message-là, je veux dire, il va de soi, là, je veux dire, d'être là pour les plus démunis, les gens dans le besoin, les gens en difficulté, taxer plus les grandes entreprises, les riches pour redonner. Qu'est-ce qui fait que ce message-là, qui semble un peu une évidence, là, si on veut, en ce moment, on dirait dans l'espace politique international, ce discours résonne, j'ai l'impression, de moins en moins. Puis si on regarde aux États-Unis, ben, je veux dire, c'est ces gens-là qui peut-être auraient le plus besoin de gouvernements plus à gauche, de gouvernements qui se soucient plus des gens défavorisés ou tout ça. C'est eux qui élisent Donald Trump. Puis c'est aussi beaucoup de ces gens-là qui supportent Pierre Poilievre ici. T'sais. Donc, comment expliquer parce qu'il y en a un genre de mouvement vers la droite là, aux États-Unis, au Canada, puis dans le monde. Comment ça se fait que ce discours de gauche-là, il résonne moins aujourd'hui? Et c'est un grand défi. Plusieurs raisons. La droite a l'appui des milliardaires, donc ils ont plus de pouvoir. Je donne des exemples comme Elon Musk appuie les conservateurs et les partis de droite. Il a dépensé des centaines, des millions de dollars pour aider Donald Trump. Et pas seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Il aide il est une des plus riches personnes au monde. Et La plus riche, oui, littéralement. Oui. Et puis, il a fait un bon retour sur investissement en contribuant à la campagne de Trump. Exact, parce que ça s'enrichit. Ça lui a coûté 100 millions, puis après ça, il a fait 1 milliard à peu près. Exact. Donc, c'est assez un grand défi. Je dois être honnête avec vous. Oui, c'est un grand défi. Aussi, il contrôle les plateformes sur lesquelles on essaie de partager les messages. Et il était maintenant enquêté parce qu'il utilise l'algorithme de son plateforme pour encore pousser les messages d'extrême droite ou des partis conservateurs. Il a déjà appuyé Elon Musk. Elon Musk a déjà appuyé Pierre Poilievre. Pierre Poilievre a accepté cet appui de Elon Musk. Donc, c'est un autre défi. Mais il y a une phrase qu'on utilise souvent au Québec, on ne lâche pas. On ne lâche pas parce que les gens méritent mieux que ça. Et ça c'est mon travail. Je ne lâche pas jamais. Je vais continuer de présenter les options. Je vais continuer de dire, pas seulement les gens moins nantis, mais la classe moyenne et la classe ouvrière. Ce sont les gens qui ont besoin d'un système de santé qui est public. Si vous êtes riche, pas de problème, vous allez payer. Mais même si vous avez un bon salaire, mais vous êtes dans la classe moyenne, vous allez souffrir si le système de santé est complètement privé. Même s'il y a un peu de privatisation, ça commence à faire mal.
pas seulement les gens les moins nantis et les gens pauvres, ça fait mal aux classes moyennes, ça fait mal aux petites entreprises aussi. Les petites entreprises, c'est difficile. J'ai beaucoup des amis qui ont du succès, des petites entreprises, mais ils ne peuvent pas payer pour l'assurance privée. Ils ne peuvent pas payer pour l'assurance privée pour leurs emplois, l'employé. Donc, c'est plutôt, il y a plus de gens qui bénéficient, et ça aide les gens. Il y a plus de gens qui bénéficient des systèmes de santé publique, qui bénéficient des programmes sociaux. C'est plus de gens là et moins de gens qui vont être... qui ça va aider d'avoir un système qui est privé ou privatisé. Donc, je dois faire ces arguments, je dois essayer de convaincre les gens. Je pense qu'aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est moins une tournée vers la droite. C'est le fait que Donald Trump a parlé des enjeux qui touchent les gens. Elle a parlé du coût de la vie tout le temps. Elle a dit qu'après 4 ans de Biden, est-ce que votre vie est meilleure ou pire? Et les gens, c'est pire. Même si je pense que actuellement, la preuve montre que Biden était parmi des meilleurs présidents dans l'histoire des États-Unis récents, avec ses politiques, comment il a aidé les travailleurs, comment il a encouragé plus de production aux États-Unis. Il était parmi les meilleurs, mais honnêtement, après 4 ans, la vie était plus chère. Et ils n'ont pas réglé le prix des épiceries, le prix du logement. Et Donald Trump a promis de faire ça. Donc, les gens ont dit que ce gars parle des enjeux qui touchent ma vie. Mais c'est mon travail de montrer que non. Pierre Poilievre parle de ça peut-être, mais tous ces politiques vont faire mal aux travailleurs, vont faire mal aux classes moyennes. Et c'est mon travail. C'est un grand défi. C'est ça, parce que les gens... C'est pas ça que les gens semblent croire, du moins. Les travailleurs puis les gens dont le portefeuille a plus de difficultés qu'avant, ils semblent croire que voter conservateur, ça va leur servir. Là, exact. Donc, je dois montrer comment c'est fausse. Il faut que le message se... Comment rendre le message dans cette ère-là où, justement, comme tu dis, les plateformes sont... nos plateformes de communication appartiennent à des multimilliardaires qui sont biaisés politiquement. Exact. Ça me semble un défi. On vient sur des podcasts. Oui, c'est exactement pourquoi je suis ici avec vous pour partager un message à votre audience. Mais aussi, je pense qu'il y a une manière de convaincre les gens. Donc, quand on parle de prix d'épicerie, par exemple, au Canada, au Québec, c'est la même chose à travers le pays. Effectivement, il y a 5 entreprises où la grande majorité des gens achètent ou font leurs épiceries. C'est Metro, Loblaws, Sobeys, Walmart, Costco. Ce 5. Donc, si vous allez faire épicerie, c'est ce 5 pour la plupart des gens. Ce 5 entreprises, ce 5 entreprises font des profits massifs. Elles exploitent les gens. Et on a la preuve. Ils ont augmenté le prix du pain. Ils ont travaillé ensemble pour augmenter le prix du pain il y a quelques ans. Et ils ont été trouvés coupables de faire ça, briser la loi pour faire ça. Maintenant, avec le prix de viande, ils augmentent le prix des viandes parce qu'ils utilisent le poids d'emballage, ce qui est contre la loi. Donc, on a déjà trouvé qu'ils fait ça maintenant. Donc, ce que je propose à faire pour ces entreprises qui exploitent les gens, je veux mettre en place un plafond sur les prix des essentiels, des essentiels comme le pain. Vous ne pouvez pas charger plus que ça pour les essentiels. Ça va réduire les prix d'épicerie immédiatement. Et ce sont des entreprises qui ont déjà exploité les gens, qui font des profits massifs. On peut dire non, on va plafonner les prix pour les essentiels. La France, elle l'a fait et ils ont réduit les prix de presque 5000 produits. Donc, on peut le faire, c'est possible. Il y a des solutions. Pour le logement, à ce moment, 1 sur 5 logements sont maintenant... le propriétaire, c'est une grande entreprise. Et dans le passé, c'était 0. Mais maintenant, de plus en plus, les grandes entreprises... 1 sur 5. C'est comme 20%. Ouais. Des immeubles abordables ou des logements, des appartements, des maisons, quand même. Il y a des entreprises au Canada qui pensent ça, c'est une bonne façon de gagner de l'argent. Donc, ils achètent les maisons. Ils achètent les appartements qui sont abordables. Et puis, ce qu'il fait, il fait une rénovation et puis jette dehors les gens qui étaient là et puis remet l'appartement, le logement sur le marché pour double ce qui était dans le passé. Donc, on propose d'interdire les grandes entreprises à acheter du logement abordable. Interdire ça.
Ce sont des solutions audacieuses, mais nécessaires pour l'époque qu'on se retrouve. On doit avoir des changements pour aider les travailleurs, pour aider la classe moyenne. Et je suis prêt de faire ça. Mm-hmm. Un autre défi qui m'apparaît être un des défis du NPD en ce moment, c'est en ce moment, il y a un rejet ras-le-bol complet de Trudeau puis des libéraux là, au Canada. Puis sa popularité est vraiment à son plus bas. Puis les NPD, pendant le plus clair du mandat Trudeau, étaient quand même des alliés au Parti libéral. Là, récemment, vous avez comme déchirer cette entente-là avec, pour utiliser ce terme. J'ai dit ça souvent. Ouais. Déchirer on l'a même l'entente. vu à Infoman. Oui. Bon, pour montrer pour vrai qu'on aime déchirer, on a essayé de vraiment déchirer. L'entente, c'est ça. Puis l'image est forte, mais en même temps, c'est opportun. Ben, c'est un bon moment pour déchirer une entente quand ça va très mal pour le Parti libéral. Là, comment se différencier de ce parti-là? Comment convaincre les gens, non, l'alternative aux libéraux dont vous êtes tannés, c'est pas les conservateurs, c'est le NPD, quand que pendant longtemps, vous avez été des bons amis quand même? C'est exactement ce qu'on va faire. Avec ce qu'on a accompli, on peut montrer qu'avec les soins dentaires, par exemple, les libéraux étaient contre. Ils ont voté contre. On a toute la preuve. Ils ont voté contre les soins dentaires. Ils étaient contre. Et puis, on a forcé le gouvernement de mettre en œuvre ce programme, un programme qui aide beaucoup de monde au Québec. Je pense que Québec est la province qui a reçu plus d'aide parce qu'il y avait moins de couverture privée au Québec. Donc, plus de gens reçoivent l'aide et on est fiers de ça. On doit montrer qu'on a forcé le gouvernement. Ce n'était pas comme on a travaillé ensemble. On a vraiment forcé le gouvernement de faire des choses qu'ils ont dit non dans le passé. Et c'est vraiment grâce à nous qu'on a réalisé ce programme. Et puis, avec les autres partis, on peut montrer que le Bloc a essayé de bloquer tout ça. Yves-François Blanchet, malheureusement, il a dit que si c'est bon pour le Québec, c'est oui. Si c'est mauvais pour le Québec, c'est non. Mais les soins dentaires, c'est bon pour le Québec. Ça aide beaucoup de Québécois. C'est un programme qui n'ingère pas dans les compétences provinciales. On paye les factures seulement. On paye les factures pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se permettre de soigner leurs dents. Et elle a voté contre ça. Et donc, elle a montré que dans un gouvernement minoritaire, il n'est pas là vraiment pour changer les choses. Il n'a pas changé les règles, changé les lois, mettre en œuvre des nouvelles lois pour aider les gens. Donc, l'idée de souveraineté pour le Québec, c'est quelque chose que j'appuie la demande pour les gens. C'est leur droit. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est leur droit de demander. J'appuie le droit. C'est leur droit. J'appuie ça. Ouais. Et mon travail, c'est de faire fonctionner le gouvernement fédéral pour aider les Québécois, pour montrer qu'on peut fonctionner ensemble. Mais j'appuie le droit des gens de dire, c'est notre vision, c'est notre volonté, c'est cool. Et pour moi, dans ce temps, c'est de faire fonctionner le gouvernement fédéral pour aider les gens au Québec et à travers le pays. Bon, pour le Bloc, le but, ce n'est pas de faire fonctionner le gouvernement fédéral parce que si le gouvernement fédéral fonctionne, c'est contre leur vision. Si le gouvernement fédéral marche bien, c'est contre leur vision. Donc, je ne pense pas que c'est bon pour les gens au Québec. Et finalement, on a les conservateurs. Les conservateurs veulent couper. Et je sais que les Québécois adorent la culture. Ils veulent couper la culture. Ils adorent les investissements dans les films, dans les arts, dans les émissions. Ils veulent couper tout ça. Et il veut aussi couper les investissements dans les soins de santé. Ça va faire mal aux gens. Donc, c'est mon travail de montrer que c'est vraiment un moment où les gens sont tannés avec les libéraux. On a montré qu'on peut accomplir des choses au niveau fédéral. Donc, si vous votez pour l'NPD, vous avez un allié qui va vraiment changer les choses. Les autres partis vont couper ou vont bloquer. Ça n'aide pas les gens au Québec. Il y a des autres façons d'avancer les enjeux de justice pour le Québec, mais au niveau fédéral, nous sommes vraiment la solution qui est là pour les gens, pour les classes moyennes, puis là pour la classe ouvrière. On a montré ça avec la preuve. Un gouvernement du NPD, qu'en serait-il de l'autonomie des provinces dans des questions comme l'immigration, par exemple? Ou est-ce que là, dans les derniers 4 ans, il y a eu une hausse quand même assez drastique de l'immigration temporaire là, qui a mené plusieurs problèmes? Puis encore une fois, parler de ça, c'est toujours touché parce qu'on parle pas des immigrants individuellement, mais du concept d'immigration. Fait que dans les pouvoirs en immigration, un gouvernement du NPD
ferait quoi avec ça? Ou là, je donne l'immigration, mais aussi des lois comme la loi 21 qui a été votée démocratiquement ici au Québec, qui là est remise en question. Là, on a perdu ça à travers toutes les déclarations de Donald Trump, là, mais qui a été remis en question devant la Cour suprême dans les dernières semaines. Fait qu'un gouvernement du NPD, qu'en serait-il de l'autonomie des provinces? Oui, on appuie le fait qu'il y a une compétence provinciale et on appuie ça. On a une déclaration, j'ai mentionné Jack Layton, il a fait une déclaration Sherbrooke, dans la ville de Sherbrooke, évidemment, où on a dit qu'on appuie profondément la nation du Québec. Pour moi, personnellement, je comprends le défi de créer quelque chose de spécial, d'unique, grâce à M. Tremblay, mais je comprends ça, j'appuie ça énormément. Donc, j'appuie la vision de Jack Layton, je continue cette vision. Et la seule façon qu'on peut aller de l'avant, c'est en travaillant ensemble. Donc, imposer des choses ne fonctionne pas. Donc, imposer les projets, imposer les idées, on doit travailler ensemble. Donc, pour l'immigration, la meilleure façon de gérer ça, c'est de travailler ensemble avec les provinces. On sait qu'il y en a qui ont besoin de plus d'immigration. Il y en a qui disent qu'on a un manque de main-d'œuvre, on a besoin des gens. Mais il y a aussi un problème une sorte d'immigration, je suis tellement contre, ça c'est les travailleurs temporaires. Parce que comme un parti fondé par les travailleurs, les classes temporaires exploitent les travailleurs eux-mêmes, ça réduit les salaires. C'est une façon pour les grandes entreprises d'exploiter les travailleurs. D'avoir le cheap labor qui c'est rentre ça. Au Donc pays. on est complètement contre ça. Un gouvernement néo-démocrate annule ce programme, absolument. Si on a besoin des gens, oui, on est contre ça. Si on a besoin des gens, et on a besoin des gens, si on parle avec les entreprises, ils disent, oui, on a besoin des gens dans notre pays, évidemment, notre population sans avoir immigration va réduire, donc on a besoin d'immigration. Mais comment on a des cibles d'immigration doit suivre nos besoins. Ça, c'est normal. On doit suivre nos besoins. Et ce qui s'est passé avec, j'ai dit, les deux gouvernements libéraux et conservateurs, les conservateurs ont commencé cette exploitation des travailleurs parce qu'ils sont là pour les grandes entreprises et ils ont voulu exploiter les travailleurs, le cheap labor. Donc, ils ont ouvert la porte. Les libéraux n'ont pas fermé la porte. Ils ont continué ce même programme. Et la deuxième chose, ils ont laissé les étudiants être exploités aussi. Il y a plusieurs étudiants qui viennent ici au Canada, au Québec pour étudier, mais dans des collèges privés qui ne donnent pas une bonne éducation. Ils sont aussi exploités, chargent trop d'argent pour leur éducation. Donc, ça, c'est un autre programme qui a trop d'exploitation. Donc, un gouvernement néo-démocrate travaille ensemble avec les provinces, avec une immigration, un cible qui respecte nos besoins et où on n'a pas cette exploitation. C'est intéressant. Puis au niveau de la loi 21, en fait, je suis curieux de t'entendre parler de ça parce que tu es en bonne position de parler ou non de cette question-là. Là. Qu'est-ce qu'un gouvernement néo-démocrate ferait avec cette question-là? C'est quand même une question très pas à la mode, mais très importante pour les Québécois, tu sais, cet enjeu-là. Donc, je comprends énormément le concept de séparation la religion et l'État. Et je crois que c'est fondamental. C'est injuste, en fait, si on a un système qui ne sépare pas la religion et l'État, parce qu'il y a beaucoup de discrimination, injustice qui va se passer si on a un lien entre deux. Donc, la séparation est fondamentale, c'est important. Et je donne un exemple de comment on peut atteindre ce but. Donc, je me prononce contre la loi 21 parce que c'est discriminatoire. Mais le but, c'est d'avoir un État où il y a une séparation de religion et l'État. Avec ces lois, on peut être un chrétien qui est contre le droit des avortements. On peut être un chrétien qui est contre les droits des homosexuels. Les homosexuels de se marier. Et on peut devenir policier, on peut devenir juge. Moi, qui à plusieurs reprises a dit je suis pour
le droit d'avortement. Je suis pour le mariage même sexe. Je suis pour tous ces droits. Je assiste tous les fiertés à Montréal. Je suis pour les droits de la personne. Et je suis pour ces valeurs québécoises. Mais je ne peux pas devenir un juge. Mais une autre personne qui a ces croyances qui sont contre, qui garde ses croyances religieuses, mais ne porte pas un signe religieux, peut devenir un policier, un juge. Donc, ça montre comment ce n'est pas quelque chose qui a du sens. Parce que si le but, c'est de défendre ses droits, et je suis pour ça, je suis pour les droits des femmes, je suis pour les droits des communautés LGBTQ, je suis pour toutes ces valeurs, mais vous pouvez voir comment ça ne fonctionne pas. Que le fait de porter un signe religieux ou non n'est pas gage de neutralité de quoi que ce soit. Exact. Ça, c'est le problème, dans mon avis. Donc, je pense que l'idée est excellente. Oui, absolument. C'est tort d'avoir un lien entre religion et État. C'est tort. C'est quelque chose de mauvais. Mais la façon de juger quelqu'un par son visage ne crée ces résultats, ne crée pas ces résultats. On a plusieurs exemples que je peux montrer comment ça ne fonctionne pas. Pour la communauté musulmane, les femmes qui pratiquent la religion ne peuvent pas devenir des enseignantes, mais les hommes peuvent. Ils sont dans la même famille, la même personne. Une femme ne peut pas devenir une enseignante, mais son mari peut devenir un enseignant. Donc, ça n'a pas de sens, dans mon avis. C'est discriminatoire et ça n'atteint pas les buts. Le but, c'est une séparation. Et je crois que c'est un bon but. Mais on n'atteint pas ce but on peut l'atteindre avec plus de lois qui protègent les droits des communautés LGBTQ, qui protègent le droit d'avortement, plus de lois qui disent un juge ne peut pas utiliser sa croissance contre quelqu'un. Donc, s'il y a une personne qui est de communauté LGBTQ, vous ne pouvez pas discriminer cette personne. On peut avoir le même résultat avec les autres lois. Donc, tout ça fait du sens, là, évidemment. Mais dans le réel et la situation actuelle, où est-ce que c'est... Parce que c'est deux choses. La loi 21, puis ce que tu viens d'expliquer, oui, j'entends ça. Mais l'autre aspect, c'est l'aspect politique du fait que c'est une loi qui a été votée au Québec. Et là, le gouvernement fédéral viendrait un peu passer par-dessus la volonté du peuple québécois de voter cette loi-là, en fait. Fait que c'est là que je vois la nuance, là, tu sais, d'aller... parce que je comprends le raisonnement, mais d'aller empiéter sur une décision provinciale. Là. Oui, donc ça, c'est la difficulté. Donc, mais je donne un exemple où, en Ontario, Doug Ford, qui est le premier ministre, a voulu mettre en place une loi contre les syndicats. Il a voulu mettre une loi qui brise les syndicats. C'était chanceux que tous les syndicats étaient ensemble et ils ont fait une grande grève et puis il a reculé sa décision. Mais si il a imposé cette loi contre les syndicats, il était au pouvoir, il avait tous les députés pour passer ce projet de loi. C'est une loi qui brise les droits des syndicats de s'organiser, de défendre les droits des travailleurs. Et les syndicats ont dit qu'on va poursuivre cette décision dans la Cour de justice, même si ils ont voté pour cette loi, mais c'est une loi qui opprime les droits des travailleurs. Donc, je pense qu'on doit avoir un système pour... ça, c'est pourquoi on a un système les élus, on a des juges, on a tous ces systèmes pour avoir des checks and balances. Donc, je pense que ça, c'est important parce que peut-être que les premiers ministres vont changer dans le futur. Peut-être qu'on va avoir des députés différents. Mais les valeurs et les principes restent... ce sont les valeurs importantes. Donc, peut-être ça, c'est une question de comment on a un système avec tous ces niveaux. On a un exécutif, on a un législatif et on a une Cour de justice. On a ces trois niveaux. Et ça, c'est comment
on a créé notre système et on a tous ces checks and balances. Donc, je pense que ça, c'est ce qui se passe. Mais quand on parle de décision de Québec de défendre la langue française, on parle de décision de défendre l'environnement, on parle c'est toute l'autonomie de Québec de faire tout ça. C'est complètement raisonnable et c'est leur droit. Compétences, parler de santé, compétences, éducation, c'est toutes les compétences du Québec et c'est le droit. Et le Québec doit faire tout ce qu'elle veut faire. Le Québec veut faire et c'est tout à fait la bonne chose à faire. Il va falloir vous laisser aller rapidement. Moi, j'avais peut-être juste une dernière question, puis c'est une grande question, peut-être on n'aura pas le temps d'aller dans les détails, là, mais tu sais, parmi, on parlait un peu des déclarations choc de Donald Trump qui sème le chaos à gauche, à droite, puis qui justement multiplie les sorties incongrues. Là, puis là, une des dernières choses dans les derniers jours qu'il a dit, c'est on va déplacer 1,8 million de personnes qui habitent à Gaza, puis on va les amener ailleurs. T'sais. Déclarations comme ça, évidemment, qui sont pas réalistes. Là, je pense pas que cette solution-là est une solution envisageable et possible. Par contre, de l'autre côté, il n'y en a pas de solution, on dirait, en ce moment à ce conflit-là, ou du moins, tout le monde rêve d'une solution à deux États qui coexistent, qui cohabitent, mais clairement, à moyen terme, c'est pas une option non plus. Donc, c'est quoi, on imagine le gouvernement du NPD, c'est quoi la position par rapport à ce conflit-là, puis c'est quoi les pistes de solution? Oui, merci, Ami. C'est pas une question simple, c'est tellement complexe, mais il y a quelques éléments qui sont simples. Ce que Donald Trump a dit est honteux. On a un peuple qui a fait face à des violences imaginables et des horreurs, des violences, des enfants tués, des femmes tuées, des innocents tués. Et puis, il parle comme un real estate developer. Je vais construire des hôtels. Oui, construire des hôtels, des resorts, mais c'est honteux, c'est inacceptable, c'est sans cœur de dire ça après ce qu'ils ont vécu. Donc ça, c'est un exemple de qui Donald Trump est, d'être assez sans cœur dans un temps où finalement un peu de relève de la violence, un cessez-le-feu, peut-être une chance de avoir une vie encore, et il parle de ça. Donc ça, c'est honteux. La solution, je crois profondément dans le droit des Palestiniens de vivre en justice, en paix. Je pense que les Israéliens ont le même droit aussi. On doit reconnaître l'État de Palestine pour qu'il puisse devenir un État. Le Canada peut jouer un bon rôle. On a joué un rôle dans le passé pour réaliser la paix, mais récemment, on était, comme pays, on était faible dans ce domaine, dans ce dossier. Et on a proposé quelques mesures pour montrer qui nous sommes comme pays. J'ai dit qu'on doit avoir un embargo sur les armes à feu, sur les weapons, comment on dit? Les armes à feu. Les armes à feu, les vendarmes. Un embargo Israël, sur les vendarmes. On ne peut pas acheter les armes. Et on ne doit pas vendre les armes à Israël à ce moment. On doit avoir un embargo pour montrer nos valeurs. On doit avoir des sanctions spécifiques sur Netanyahou, qui est un criminel de guerre. C'est clair. Il est un criminel de guerre et tout son cabinet, c'est des criminels de guerre. On doit avoir des sanctions sévères contre lui et tout son cabinet. Ce sont quelques éléments qu'on peut faire pour montrer qu'on ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Et j'ai fait la promotion de cette position. On était parmi je pense qu'on était le premier parti politique presque dans tout le monde pour demander un cessez-le-feu. On l'a fait le 10 ou 11 octobre. Donc, on était comme vraiment fort sur cet enjeu. Pour nous, c'est le droit de la personne, pour tous les êtres humains. Et on n'a pas de concessions là-dessus. On est toujours là pour défendre les droits de la personne. Ça veut dire les Palestiniens dans ce cas et les autres communautés dans les autres cas. Mais on est là pour défendre les droits des gens et de dire s'il y a quelque chose qui est mauvais, il y a une injustice, on doit dire que non, c'est une injustice. Merci beaucoup. C'était fascinant. Wow, c'est vraiment cool. Hein? Ouais. J'ai aimé ça. Ben, super, nous autres aussi. Hey. Merci beaucoup. Merci encore une fois, tellement. Un plaisir. Merci, à la prochaine. Merci. À la prochaine. Ouais.